Bienvenue sur Fragile. Je vous propose cette semaine de poursuivre votre découverte de Porquerolles, île sœur de Porquerolles. Plus sauvage, plus mystérieuse, plus lointaine, 10 fois moins peuplée que sa voisine Porquerolles, Porquerolles fut un haut lieu de villégiature intellectuelle pour des artistes et gens de lettres. Dans l'esprit de l'île, magnifique ouvrage paru aux éditions Claire Pollan dont je vous recommande vivement la lecture, Pierre Buffet, grande personnalité de Porquerolles, écrit « Ceux qui ont su s'implanter dans cette île avaient un supplément d'âme. Ils ont su se nourrir de la poésie de ce lieu et s'en sentir solidaires, au point souvent de ne pouvoir s'en arracher. » Cette semaine, je reçois Jean-Claude Silberman, dernier surréaliste. Un témoignage puissant, poétique et savoureux. Bonjour Jean-Claude, merci de me recevoir chez vous à la Villa Rose, à Porquerolles. Vous êtes né en 1935 à Boulogne-Billancourt dans une famille bourgeoise. En 1954, vous vous déclarez poète et décidez de ne pas suivre la voie toute tracée derrière votre père à la tête de son entreprise. Vous prenez vos distances avec votre famille. En lisant Alcool et Calligramme d'Apollinaire, vous avez une révélation. Vous clamez à l'adresse d'André Breton « Je suis surréaliste », lequel vous invite à rejoindre le mouvement de 1957 jusqu'à sa dissolution en 1969. Dès lors, Breton, Antonin Artaud, Benjamin Perret deviennent vos amis et vos lectures. En 1959, vous publiez un premier recueil de poèmes chez Jean-Jacques Pauvert. Après avoir été réformé de l'armée, vous n'arrivez plus à écrire et en 1962, sous l'impulsion de votre ami le peintre Pierre Jahouen, vous commencez à dessiner et peindre, vous reprenez l'écriture et la poésie, vous écrivez des chansons, vos œuvres sont exposées au MAMCO à Genève, à Prague, Stockholm, Brest, au Centre Pompidou à Paris, pour n'en citer que quelques-uns. On vous qualifie de dernier surréaliste, mais vous refusez d'être traité comme une archive. S'agissant de votre lien à Porquerolles, votre mère découvre pour la première fois l'île à l'âge de 18 ans en 1929. Elle en est éblouie. Vous y mettez vous-même les pieds pour la première fois en 1938 à l'âge de 3 ans, mais c'est finalement en 1950 que démarrent vos souvenirs d'enfance sur l'île. Vous y passez toutes vos vacances après la guerre. Est-ce que vous vous souvenez, Jean-Claude, de ce à quoi ressemblait l'île de Porquerolles dans les années 50 ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Est-ce que vous avez des souvenirs ou des impressions de cette période ? Oui, tout était beaucoup plus rudimentaire que ce que c'est aujourd'hui. D'abord, il y avait très peu d'électricité. Brancher un fer à repasser était vraiment compliqué. Ensuite, il n'y avait pas d'eau. Il fallait faire d'eau potable, il fallait faire venir de l'eau en bouteille du continent. Nous avions une citerne, il fallait donner chacun 50 coups de pompe pour envoyer sur le toit dans un réservoir qui faisait 200 litres, de façon à pouvoir prendre des douches maigres. Voilà. Et quant à Porquerolles, ça c'était pour notre vie personnelle, mais quant à Porquerolles lui-même, il n'y avait pas de rambarde maçonnée entre le port et la mer. Ce qui fait que tout allait directement dans la mer. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il n'y avait pas de tout à l'égout. Quand on était bon, on s'en fichait complètement. Ça n'avait vraiment pas la moindre importance. Je pense que c'était assez sale, tout ça. Voilà. C'était pas très important. Ce qui était important, c'est que les Allemands avaient quitté l'île et il y avait à l'Estissac, au fort de l'Estissac, complètement éventré, une mitrailleuse allemande sur pied, qui n'était pas en état de marche. Mais c'était une véritable merveille d'être quand on était môme, d'avoir cette chose. Et je me souviens qu'avec un copain, on n'avait trouvé rien de mieux que d'attraper des balles. On prenait des balles de mitrailleuse, on enlevait la balle et entre deux cailloux et on répandait sur le sol la poudre et avec une allumette, on mettait le feu. C'était une idée lumineuse, particulièrement lumineuse, comme vous dites. Voilà. Vous logiez où alors pendant ces premières vacances Pendant ces premières vacances, nous avions d'abord logé à l'Hostellerie Provençale, qui était un hôtel. Qui n'était pas seulement un restaurant avec quelques chambres, c'était un hôtel entier, et qui appartenait aux parents de Pierre Buffet. Et puis ensuite, un peu plus tard, avant que mes parents achètent cette maison, nous étions au manoir.
dirigé par la tante de Pierre Buffet, Marceline Henry. Et, comment dire, l'accueil et la façon d'être traité, l'intelligence de cette femme, la rouerie aussi, c'est pas une femme très, très simple non plus, et, donnait à cet endroit un charme extraordinaire. Je me souviens d'une anecdote, c'était, mon père avait pas mal d'argent à l'époque, et nous étions à 4, nous avions passé 15 jours au manoir. C'était cher comme c'est cher maintenant, et c'était aussi bien que c'est maintenant. Et c'était le dernier jour, mon dîner, mon père est allé payer, et il est revenu, et il a dit, parlant de Marceline Henry, je lui ai fait un chèque d'1 million, et j'ai encore l'impression de lui devoir de l'argent. Tellement c'était bien. Et je pense que c'est encore très très bien. Pierre a fait magnifiquement les choses avec intelligence. Et je me souviens quand il a fait sa piscine. Quel tourment. D'abord pour trouver l'implantation, qu'elle soit pas ostensible. Et ensuite, même pour la piscine elle-même, dont il mesurait à la fois qu'elle était pratiquement indispensable parce que la plage du Sud fait très loin pour les clients du manoir, mais aussi son inquiétude venait aussi de ce que, comment dire, c'était un de ces éléments de luxe ostensible et qui pouvait facilement glisser vers l'imbécilité luxueuse. Oui, oui. Et, une certaine indécence peut-être par rapport. Il disait, mais pourquoi pas, bon, une piscine, pourquoi pas du cheval, pourquoi pas un tennis, n'importe quoi. Et de ce qui fait le luxe, tout à fait. les inutilités du luxe, les à côté qui font faire de l'argent, qui donnent un prix fabuleux, sans qu'il y ait rien d'essentiel. Donc c'était la limite peut-être, la piscine. La piscine, c'était la limite. C'est comme ça qu'il l'indiquait, voilà. Est-ce que vous diriez que ces vacances adolescents à Port-Cros ont marqué de leur empreinte votre rapport au monde, aux autres, à la nature? Est-ce que même déjà vous pensez que ces vacances adolescentes ont pu nourrir votre travail artistique? Et si oui, dans quel sens? Eh bien, aucunement. En rien. C'est pas ça qui a nourri outre cette lecture d'Apollinaire. Moi, j'ai aimé la poésie depuis toujours, depuis que j'étais petit. J'aimais les chansons de Charles Trenet quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je les apprenais par cœur. Apollinaire n'a fait que m'entraîner dans une voie qui était déjà tracée, mais mon expérience fondamentale précède cela. Donc j'entends que Port-Cros n'a pas joué un rôle majeur dans votre travail artistique. Par contre, est-ce que dans votre rapport au monde, vous avez quand même décidé de revenir sur cette île, est-ce que vous pensez que c'est un lieu d'inspiration pour vous? Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait le moindre lieu d'inspiration pour moi. Vraiment, je pourrais être dans le Bronx ou quelque part à Hong Kong ou ailleurs, que ce serait un peu pareil, du moins consciemment. Maintenant, qu'il y ait un travail par en dessous et que je ne perçois pas, c'est pas du tout impossible. Mais c'est même probable. C'est même probable. Mais ça n'a jamais été un lieu d'inspiration directe. Cependant, comment dire, ici, plus qu'ailleurs, mais ça m'est aussi arrivé ailleurs, je suis parfois saisi d'une sorte de grand embrasement devant la nature, devant la splendeur. Et à la fois, ça me met en colère, parce que la nature, il faut la combattre. Pour nous autres artistes, c'est une ennemie. C'est même la beauté naturelle, c'est l'ennemi de la beauté artistique. Comment faire mieux que la nature? Ah, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une rivale. C'est une rivale, absolument. Mais je suis par moments pris de cette expérience que tout le monde a faite, je suppose, d'en être au monde, d'être, comment dire, comme une goutte d'eau qui tombe dans la mer, et alors elle se perd comme goutte d'eau, mais elle devient la mer.
Et donc cette expérience de l'immensité, oui, il m'est arrivé fréquemment de la voir ici, mais ça m'est aussi arrivé en Bretagne, et ça m'est même arrivé sur l'autoroute de Cergy-Pontoise, entre Argenteuil et Cergy, il y avait une tempête d'un seul coup, toutes les voitures roulaient à 15 à l'heure, et il y avait un soleil qui s'est mis là-dedans, et j'étais moi au volant de ma bagnole, et tout à coup, j'ai vraiment senti quelle merveille absolue, quel bonheur de vivre, et que la mort n'existait pas. Ou était insignifiante. Je comprends. C'est pas que la mort n'existe pas, c'est elle fait partie du jeu. Elle est avec, et c'est très bien. Un sentiment d'éternité, peut-être. C'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est une expérience mystique sans Dieu. Hein. Tout à fait. Mais Porquerolles, pas plus qu'un autre lieu. J'entends bien, c'est vraiment intéressant. Mais Porquerolles aussi. Oui, quand même. En me penchant sur votre parcours, de vos années en Bretagne à votre retour à Paris, je n'ai pas trouvé trace de Porquerolles, des années 50 au début des années 80. Vous n'y êtes pas retourné dans cet intervalle? Non. Non. Je n'y suis pas retourné. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi? Oui. Je vais vous dire pourquoi. Ma mère avait fait de cet endroit, elle était maniaco-dépressive. Comment on dit aujourd'hui, la nosologie psychiatrique a changé, on dit bipolaire. Voilà. Ce qui fait que le déplacement d'un cendrier était une affaire d'État. Il y avait des patins dans cette grande pièce qui est là. Tout était absolument régenté. Elle ne pouvait pas se passer d'avoir deux bonnes, femme de ménage et cuisinière. Et ça rendait la vie ici complètement, absolument étouffante. Et de plus positivement, nous avions découvert, Marie-Jo et moi, nous avions découvert la Bretagne. Et la Bretagne, c'est un hiver. La Bretagne, parfois je me dis que je suis un Breton de la diaspora, à Porquerolles. Il y a quelque chose dans la Bretagne et dans les Bretons que je ne peux pas oublier. Les gens sont fous en Bretagne. Il y a des fous, et des fous merveilleux. Et il n'y a pas cette, cette pression de l'argent qui existe dans tout le bassin méditerranéen. Pas seulement à Porquerolles, bien entendu. Mais ça existe à Porquerolles. Cette importance qu'a l'argent et comment sa puissance tente à débarquer sur la vie et aussi cette, pour faire une critique du Midi, j'avais un marchand de bateaux, Barsot, il m'a vendu mon petit bateau, et je me plaignais de ce que partout, les gens se faisaient gruger dans les restaurants, partout, c'était, dans les commerces, et il me disait, quand les pigeons me volent au bas, on les attrape par les pattes. C'est une mentalité qui n'existe pas en Bretagne. D'abord, il y avait des marées. Ça, c'est une respiration extraordinaire. Et on s'est vraiment trouvé une terre en Bretagne, un pays. Vous étiez dans quel coin, en Bretagne? On était dans le Nord Finistère, dans le pays Léon, tout en haut, au nord de Brest. C'est un pays assez dur, mais on y était très bien, on supportait, faut s'aimer l'amour, parce que on a vécu 5 ans à demeure. Les tempêtes de novembre, qui durent et qui durent et qui durent, on trouvait ça merveilleux. On était équipés, on avait des bottes, on avait ce qu'il fallait, des cirés, des machins. Bon, c'était pas important. Mais pourtant, on était vraiment très pauvres, on n'avait pas d'argent, hein, pas du tout, du tout. Mon père avait trouvé, c'était une catastrophe pour lui. Il était self-made-man. Il avait commencé à travailler à 14 ans comme grouillot en chapellerie, il était chapelier. Et à 17 ans, il gérait un magasin. C'est inimaginable aujourd'hui. Il gérait un magasin boulevard du Montparnasse de chapellerie. Et puis il a fini comme président de la chambre syndicale de la chapellerie. Il avait un magasin à Marseille, un magasin à Paris et 2 magasins à Paris. Un atelier, une 50aine d'employés. Et j'étais fils unique. Et il n'attendait que pour moi et pour lui que je veuille faire poète. C'était un affront. Une catastrophe. Une catastrophe. Enfin, un affront, une catastrophe. Il était dans une grande, grande tristesse.
dans un grand... C'était un type bien pour qui, à distance et même sur le moment, que j'aimais beaucoup, mais je ne pouvais pas. À un moment, il m'a donné quand Flora, notre fille, est née, il m'a dit d'arrêter mes conneries. Et il m'a acheté un appartement, il m'a donné un beau salaire, c'était de 3000 et quelques francs à l'époque, ce qui pour commencer c'était formidable. L'autorisation, la possibilité de quitter le magasin à 5 heures pour aller au café surréaliste. J'ai commencé à travailler avec lui, donc. Et au bout de 3 mois, j'ai grossi de 15 kilos. 15 kilos d'angoisse. Donc j'ai arrêté, et c'est là que nous sommes partis en Bretagne. D'accord. Je ne savais pas que faire de ma vie. J'avais 25 ans. Je vais publier cette plaquette de poèmes. Et, je passais tout mon temps intérieurement au surréalisme. Et je voyais bien que tout ça ne me mènerait absolument à rien. Je me suis dit qu'il fallait que je sois en milieu isolé. Alors on avait un ami en Bretagne, Pierre Germaine. Ouais, on va en parler. Ouais. En 1983, à la mort de vos parents, vous reprenez la maison achetée par vos parents à Pierrebuffet, la Villa Rose, où nous nous trouvons. Vous dites, c'est là, à la faveur de la nuit et des paroles qui s'y faufilent dans le demi-sommeil de l'insomnie, que la poésie, discrètement, me revisite à nouveau. J'écris dans le noir, les yeux fermés. Qu'écrivez-vous alors, et diriez-vous que l'île vous a permis de renouer avec la poésie? Les nuits de Porquerolles. Alors ça, c'est très largement supérieur aux nuits bretonnes. Ah, quand très même. Largement. Très largement. D'ailleurs, elles sont ponctuées, bercées par le chant des petits ducs. C'est vrai. Et ça, c'est la merveille absolue. Donc je pouvais me lever, aller dans cette grande pièce où tout était ouvert, où il faisait si beau, une température tellement agréable le soir après les grosses chaleurs de la journée. Et dans le noir, oui, des mots me sont revenus que j'entendais. C'était des choses entendues. Vous savez, la poésie, ça s'entend ou ça se voit peut-être, mais pour moi, ça s'entend. Donc je prends note. Bon, après coup, on corrige un peu s'il le faut, mais s'il faut vraiment une grosse faute de français, mais sinon... J'aimerais qu'on écoute ensemble le petit témoignage, qui est pas très long, que je vous ai envoyé de Janine, pour qu'on en discute. Est-ce que Porquerolles a joué un rôle particulier dans votre rapport à l'écriture? Est-ce que ça a été une source d'inspiration pour vous? Bien sûr. Que vous dire? Cette approche de la poésie a évolué. Elle a évolué très tard. C'est-à-dire qu'elle était une forme facile d'expression. Et un jour, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert autre chose. Une écriture différente. Et c'est là que les dessins sont arrivés. Donc, si vous voulez, dans le déroulement de cet état de poète, on va le dire, sans prétention, il y a eu plein de poèmes simples, issus d'une inspiration subite, d'une émotion, et au fur et à mesure des années, un jour, il y a eu un choc qui a été dû à une autre rencontre à Porquerolles d'un homme remarquable qui est monsieur Jean-Claude Silbermann, surréaliste. Qu'est-ce que ça a déclenché, ça, chez vous? Dans l'écriture, une pensée différente, c'est-à-dire laisser parler son inconscient, se libérer de choses profondes dont on n'avait peut-être pas idée. Ce n'est pas une psychanalyse du tout, c'est se laisser aller et voir que les mots créent des mondes tout à coup. Et au niveau des dessins, ça ne correspondait pas du tout aux mots, ni à l'expression de la poésie, mais à un autre monde de l'inconscient qui me libérait complètement. Je laisse aller mon crayon et au niveau du dessin,
je découvre des tas de choses que je n'avais pas prévues. Incroyable. Et tout ça, c'est des bonheurs qui se sont installés très tard. Vous avez bien sûr reconnu Janine Sémuller, qui est une personne que vous connaissez bien, qui parle de l'évolution de son rapport à la poésie et au dessin grâce à votre rencontre. Donc Janine, elle a été institutrice à Port-Cros en 1948. Qu'est-ce que vous inspire son témoignage ? Elle met très exactement le doigt sur cette chose que peu de gens comprennent, de s'autoriser un complet renversement de l'intention et de l'acte. En général, on a une intention et il y a un acte qui suit cette intention et l'acte réussit plus ou moins. Là, il se trouve que l'intention est dans l'acte. C'est-à-dire que l'acte précède l'intention. Donc, il y a ce courage, ce risque du n'importe quoi. Parce que n'importe quoi, ça finit quand même toujours par être quelque chose. Et c'est cela le passage qu'a opéré Janine entre des poèmes dont elle avait l'idée qu'elle allait écrire et des mots qui finissent par aboutir à une idée. C'est pas pareil. Une idée imprévue, une idée qu'elle ne connaissait pas. À la différence de Janine, pour vous, ce choc est intervenu tôt dans votre vie. La lecture de Guillaume Apollinaire et notamment Alcool et Calligramme, c'est ça qui a été votre choc ? Qu'est-ce que vous avez réalisé en lisant Apollinaire ? Qu'est-ce qu'il a provoqué chez vous ? Vous dites, après avoir lu Apollinaire, le monde avait changé. Oui. Bon, comme je vous ai dit, j'aimais la poésie depuis toujours. Même avant ça, j'écrivais des espèces de poèmes rimés. Je m'efforçais sur les alexandrins. Des choses complètement idiotes, des poèmes imbéciles, vraiment à mettre au panier, ce que j'ai fait d'ailleurs. Oui, j'allais vous demander si vous en aviez gardé quelques-uns. Ah non, c'est la honte. On ne peut pas garder ce genre de choses qui témoignent vraiment à quel point on peut être crétin et dans une sorte de sentimentalité idiote, quoi. C'est pas que les sentiments soient idiots, mais non, mais observer l'évolution, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Bon, après, il n'y a pas évolution, il y a vraiment rupture, parce que là aussi, c'était des choses faites avec une idée. On va essayer de. C'est une erreur, mais tous les poètes savent ça. Il y a un dialogue que rapporte. Pardon, ça fait un peu cuistre. Hein, allez-y, on peut y aller. Un dialogue que rapportent les frères Goncourt entre Degas et Mallarmé. Et Degas dit « J'ai souvent des idées pour écrire des poèmes, mais je n'y arrive jamais. » Et Mallarmé lui répond « Les poèmes ne s'écrivent pas avec des idées, ils s'écrivent avec des mots. » Donc c'est là. Et moi, j'avais des idées pour écrire des poèmes, et alors je mettais des mots sur mes idées, et ça marchait jamais. Alors je travaillais énormément pour aboutir à peu près rien. L'expérience vraiment fondatrice est ailleurs. Elle est plus singulière. J'ai bien senti en lisant Apollinaire qu'il savait pas où il allait. Et il allait, et ça, c'était formidable. Voilà. Ça, vous l'avez perçu. Ça, je l'ai perçu chez Apollinaire. Ça a été une leçon, quoi. Oui, à un moment, c'est des choses très fines. Dans un tout petit poème, qui n'est pas un grand poème d'Apollinaire, mais avec des choses comme ça. Ça s'appelait La Tzigane. La Tzigane savait d'avance nos deux vies barrées par les nuits. Nous lui dîmes adieu. Et puis, de ce puits, sortit l'espérance. Et puis, de ce puits, c'est formidable, c'est une trouvaille intraduisible dans aucune langue du monde, et qui est une pure petite merveille. C'est pas voulu, ça. C'est pas un truc, il s'est pas pris le citron en disant, et puis, de ce puits, là, ça va faire formidable. Non. Et puis, de ce puits, c'est venu, et puis, de ce puits, PUITS, c'est venu après. Voilà, ce sont des choses comme des glissements de cet ordre que j'ai vraiment complètement senti chez Apollinaire. Voilà. Mais mon expérience était fondamentale, était plus tardive. Je peux en parler? Bien sûr, bien sûr. Quand je me suis quand même barré de chez mes parents, j'avais 19 ans, et la même majorité était à 21, et je suis allé en Scandinavie.
parce que j'avais fait un voyage en Scandinavie l'année précédente. Je trouvais que c'était sympathique. Et surtout, je savais que c'était le seul pays d'Europe à l'époque où on pouvait travailler quand on était étranger. Et mon but était d'aller à Oslo, m'engager sur un cargo, ce que j'ai fini par faire sur un bateau pour naviguer. Mais j'ai fait une halte à Copenhague où j'ai rencontré j'avais un petit pécule, presque rien, enfin disons, allez, l'équivalent de 300, 400 euros aujourd'hui, c'est pas énorme, mais c'est un peu d'argent quand même hein, quand on a 19 ans. Et j'ai rencontré une femme tout à fait charmante et en une semaine, mon pécule était parti. Et ce que j'avais trouvé, alors je me suis dit comment faire. Et j'avais trouvé un truc, c'était de lire les lignes de la main dans les bistrots. Et c'était des bistrots, c'était des bistrots qui ouvraient à 9h du soir jusqu'à 3h du matin. Je parlais anglais couramment. Et donc tout le monde à Copenhague parlait anglais et j'allais entre les tables, mais I tell you fortune, et je parlais même anglais, ça m'a un peu quitté, sans accent, et sans accent français en tout cas. Oui, je comprends. Et comment dire, c'était une imposture. Mais j'étais assez malin pour repérer à la façon dont une personne était habillée, si c'était une personne qui avait surtout que les différences vestimentaires et sociales étaient beaucoup plus accusées aujourd'hui. On peut trouver aujourd'hui une grande bourgeoise avec un jean déchiré. À l'époque, c'était invraisemblable. Donc c'était plus facile de dire aux gens, de décrire les gens un peu ce qu'ils étaient et qui croient que je leur ai dit des choses formidables, alors que c'est de la psychologie élémentaire. Au bout de 3 mois alors cette activité me payait mes cigarettes, très important, je fumais beaucoup, ma nourriture et mon logement. Pas mal. C'était quand même pas mal. À 19 ans, j'avais pas besoin de me vêtir de façon particulière. Je me dis tout ce qu'il fallait, donc voilà. Mais au bout de 3 mois surtout mon ambition était d'aller à Oslo, m'engager sur un bateau. Et au bout de 3 mois, j'avais réussi à mettre un peu de pognon, pas beaucoup, de côté. Et au bout de 3 mois de ce travail qui comportait quand même une part de servilité. J'avais été dans ce bistrot qui s'appelle Tokanten et j'avais décidé de partir le lendemain à Oslo en autostop avec un anarchiste britannique que j'avais rencontré et on devait partir donc le lendemain et j'étais dans ce bistrot où j'avais mes habitudes parce que les garçons étaient charmants avec moi, je faisais partie des meubles, des petites attractions qui faisaient venir le client. Tout à fait. C'était comme ça. Et j'étais en train de lire à une table, il m'avait servi à manger, j'étais tranquille. Et il y avait une table, c'était assez tôt, il y avait une table avec 2 femmes et une très jeune fille et un homme. Et apparemment, le garçon est venu, il m'a dit, le monsieur là, il voudrait que vous lui lisiez les lignes de la main. Alors je lui ai dit, dites au monsieur que j'ai terminé ma grande expérience dans la divination et que pour moi c'est absolument fini. Alors il est allé et c'est le type qui est venu. Le type il était complètement bourré et il m'a dit, il faut que vous veniez, ma fille est très triste ce soir, je veux la divertir et je vais vous donner de l'argent. Et il m'a proposé une somme qui était, je sais pas, les gens donnaient 2 couronnes, 5 couronnes, c'était le maximum, il me proposait 50 couronnes, enfin un truc qui me faisait vraiment... Donc attiré par la part du gain et dans comment dire, le dégoût au cœur. Je suis allé à leur table et je me suis dit, je vais leur dire absolument n'importe quoi. Vraiment, vous l'avez fait sans envie. Ce qui me passe par la tête. Ouais. Ils m'ont tendu leurs mains, j'ai dit, c'est pas la peine. Et j'ai dit au type, vous revenez d'Afrique. Il était un peu séché tout de même. Et vous avez eu une histoire avec une femme à propos d'un fer à repasser. Alors là, l'étonnement, etc. Et j'ai continué à parler comme ça.
Et spontanément, tout ce que je disais tombait absolument exactement. Et il s'est tourné vers la fille et il me dit, et elle, qu'est-ce qu'elle doit faire dans la vie? Elle, infirmière. Ah, il me dit, mais c'est pas possible. C'est pour ça que nous nous sommes disputés, c'est pour ça que nous sommes là. Voilà. Incroyable. Incroyable. J'ai pas recommencé depuis. C'est une chose qui vous arrive une fois dans la vie. Après, c'est pas la peine de se mettre un turban et de s'appeler Madame Irma. Vous auriez eu une toute autre carrière. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que. Mais ce que ça m'a appris, c'est qu'il existe un savoir inconscient. Il existe un pouvoir et un savoir inconscient. Et dès lors, ça a quand même été en art la grande recherche, le grand guide de ma vie, c'est par moments de tomber là-dessus. Janine, elle décrit cette forme de poésie par ces mots, laisser parler son inconscient et se libérer de choses profondes dont on n'avait peut-être pas idée, se laisser aller et voir que les mots créent des mondes tout à coup. Vous dites vous-même de l'automatisme, l'intention a cessé d'être préalable à l'acte, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est comme retourner des pierres, sous chacune d'elles il y a une pensée qui dort, qui se réveille et qui s'enfuit à mon approche. Vous l'avez déjà bien fait, hein, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer ce processus à l'œuvre, nous faire approcher un petit peu par les mots l'automatisme du surréalisme? C'est une scène de mon film que j'ai pas filmée parce qu'elle était minable, très mal réalisée. Le film, j'ai eu un réalisateur pour le film et qui était très bien, mais moi j'écrivais tout et il avait, on avait mal réalisé ce truc, très mal. C'est une chose que j'avais faite avec des étudiants. On prend une pierre, on la lance, elle tombe quelque part, n'importe où. Et après, on fait une cible autour. Ah, et on je dit, comprends. En plein dans le mille. 10, 100, 1000, en plein dans le mille. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le risque, c'est celui du n'importe quoi. C'est vraiment le grand risque. C'est que n'importe quoi, ça parle. Quand on commence avec ça, c'est une sorte d'étrange pacte avec la pensée. Parce que moi, j'ai écrit des tableaux, j'ai peint des tableaux. Intéressant. Oui, j'ai peint des tableaux qui ne m'arrangent pas. Je les ai peints par souci comme par devoir de vérité. Parce que c'était comme ça, c'est venu comme ça et je n'allais pas trahir sous prétexte que ça ne me convenait pas. Quand vous dites qu'il vous arrange pas, c'est-à-dire qu'après coup, il vous gêne, il vous dérange, ce que ça dit de moi, c'est trop. Non, c'est abominable, tout simplement. Ça décrit un assassin, un violeur, un menteur, comme tout le monde, quoi, ce que tout le monde est. Mais pas dans la vie de tous les jours, pas dans la vie que l'on est dans nos rêves, aussi où on se retrouve des fois dans des situations morales qu'on ne souhaiterait, qu'on refuse. Et ça s'appelle des cauchemars, très souvent. S'agissant du rapport entre poésie et dessin, les deux ont-ils toujours été liés dans votre travail ou pas? Et est-ce qu'il y a une forme d'expression dans laquelle vous vous sentez le mieux? C'est une drôle de question à laquelle j'ai souvent pensé et à laquelle je ne suis pas capable de répondre. Pour moi, ça fonctionne. Le fonctionnement est à peu près le même, bien que le support soit différent. Je fais je pourrais vous en montrer. Je fais l'année dernière, j'ai fait 60 grands dessins, 1,10 m sur 75 cm à l'encre et au pinceau. C'est ce qu'il y a de plus difficile. De l'encre, un pinceau, et ce sont des dessins figuratifs et d'imagination. C'est donc le trait qui porte l'image, qui amène l'image. Et comment vous dire, ces dessins, j'en faisais un par jour et je ne pouvais pas en faire d'autres. Voilà. Tellement ça demandait
Je ne sais pas quoi dire, parce que est-ce que c'est de la concentration, peut-être? Mais... Est-ce que c'est le genre de dessin qu'on vous voit réaliser dans votre film, ou pas du tout? Autre chose? Oui, dans le film, il y a la parodie de ça. D'abord, le dessin est un peu raté, et je l'amène vers le noir complet. Exactement. Et après, je le signe en blanc, et après, on peut recommencer à définir. Ouais. Bon, Vous allez au bout, là. Voilà, je vais tout au bout, et j'avais même des amis que quand j'ai commencé à faire, ils ont vu les immeubles. Ah non, parce stop. Oui, on a envie de vous dire stop, mais non, arrêtez. Je voyais très bien le moment où il aurait fallu s'arrêter. C'est un moment intéressant, ça. C'est un truc très curieux, le moment où l'on doit s'arrêter. J'ai été très touchée dans votre film par l'analyse faite par Christian Bernard, alors directeur du musée et fondateur du MAMCO de Genève, de votre œuvre et notamment de votre incroyable installation Babylone au MAMCO. Il dit « On ne sait pas par où entrer dans cette œuvre, tout y flotte, nous n'y accédons que par surprise, à l'improviste. » Il parle du ballet des figures de votre œuvre, de figures de carnaval, d'un spectacle sans commencement ni fin, très ouvert, d'un emboîtement de choses improbables. C'est comme si le monde était un palindrome dont on ne pouvait pas faire le tour. Alors personnellement, ça m'a beaucoup parlé. Je trouve qu'il a su trouver les mots pour exprimer ce que l'on peut ressentir en regardant vos œuvres. Un peu la même sensation que lorsque l'on se trouve projeté dans l'univers de Lewis Carroll, une variation d'Alice au pays des merveilles, texte que vous avez illustré d'ailleurs, je crois. Si vous deviez qualifier vous-même votre travail, vous employeriez quel mot? Est-ce que déjà vous trouvez qu'il a su qualifier votre travail? Magnifiquement. De façon formidable, avec beaucoup de simplicité. C'est toujours une catastrophe quand enfin, c'est souvent une catastrophe quand les critiques ou les gens de musée interviennent sur les films des artistes ou sur les images d'artistes. C'est souvent très prétentieux et ça se veut au-dessus, ça se veut philosophique. Et lui, non, au contraire. Mais Christian Bernard, c'est un poète. Ça se sent quand on l'écoute. Oui. C'est pas un philosophe de l'art, même s'il connaît bien la philosophie de l'art, mais c'est d'abord un poète qui écrit des poèmes remarquables, admirables. C'est la seule partie du film qui soit hagiographique. C'est vrai, j'ai fait très attention à ça, de ne pas consacrer le film, que ce soit pas mon auto-célébration. Mais là, il y a eu cette partie-là qui était vraiment, tout de même, vraiment hagiographique. Et je trouve qu'il en parle avec, j'ai rien à dire. Vous n'ajoutez rien. J'aurais pas dit mieux que lui, et j'aurais dit certainement beaucoup moins bien, surtout. En 1964, André Breton et José Pierre préfacent votre première exposition d'enseigne sournoise. D'emblée, André Breton salue dans votre œuvre la poésie, l'amour et la liberté. C'est au carrefour de ces trois voies hautement boisées que se découvre à nous Jean-Claude Silbermann, écrit-il dans Le surréalisme et la peinture. Est-ce que ça vous convient comme analyse? Et est-ce que ça vous convient toujours aujourd'hui? J'ai pas beaucoup changé. Bon. J'ai pas beaucoup changé. Mais bon, j'avais demandé à José et Breton de ne pas faire une critique de mon travail. Ça avait été le jeu, ça avait été cela. Et José Pierre avait écrit dans cette même exposition, ma première exposition, avait écrit une espèce de nouvelle. Si j'étais pomme de terre, ça s'appelait. Donc, voilà. Mais alors, ces histoires de découpage, je ne pouvais plus, à la suite de ma réforme du service militaire, je ne pouvais plus écrire. C'est que cette réforme, elle ne s'est pas passée tout simplement. J'ai fait une tentative de suicide en conseil de réforme. Ah. J'ai simulé une tentative de suicide en conseil de réforme. Ah, c'est autre chose. C'est presque pareil. C'est presque pareil. Oui, parce que j'étais bien décidé à aller jusqu'au bout. Marie-Jo était enceinte, et moi, je voulais me suicider en conseil de réforme. Je suis sorti de là dans un état mental dévasté. C'était un long travail. J'étais 3 fois en conseil de réforme, c'était tout un truc. J'étais de l'avis du parti d'en face. Je trouvais que les Algériens avaient parfaitement le droit de fonder leur pays, et quels que soient les avatars futurs,
l'histoire et c'est jamais idyllique. Mais et donc je me voyais mal avec un fusil entre les mains. Si quelqu'un me tire dessus, comment je vais faire? Je vais pas rester dans mon coin, je vais riposter. Donc je vais être pris dans un engrenage abominable. Donc voilà. Mais j'en suis sorti quand même assez mal en point. Et je n'arrivais plus à écrire. J'ai compris après que simplement j'avais peur des mots. J'avais peur de ce que les mots allaient dire de moi. Compte tenu, vous comprenez bien que c'est là où le problème de ce qu'on appelle l'automatisme, ou ce rapport, le renversement de ce rapport de l'acte et de l'intention a toute son importance. C'est que ce qui va arriver et qui n'est pas voulu, cette chose qui part de n'importe quoi et qui finit par être quelque chose, j'en avais la trouille parce que, compte tenu de la situation morale dans laquelle j'étais mis, j'avais peur de ce qui allait débarquer. Et j'avais un ami peintre, Pierre Jaouen, qui lui, moi je me battais donc avec la poésie. J'essayais quand même. J'essayais, alors j'attrapais les mots de tous les côtés, je travaillais dessus, j'arrivais à rien. Lui se battait avec la peinture. Et il n'arrivait à rien non plus. C'était quelqu'un qui était très doué, avec une très très belle main, et il savait tout faire. Sauf du Pierre Jaouen. Mais il savait faire comme les grands dessins à l'encre de Picasso, qui sont la difficulté même. Il savait faire ça admirablement. Je me souviens d'un grand nu de femme fait à l'encre, simplement, presque d'un seul trait, formidable. Sauf que c'était Picasso. Alors, il se battait, il essayait de faire des tableaux, et il me demandait ce que j'en pensais. On était très vieux. Et il m'a dit, mais toi, tu vois la peinture. Parce que je lui disais, là, c'est pas juste. Là, ça va pas. Et je pense que j'avais compris comment ça marchait. Et j'avais compris ça depuis très très longtemps. Depuis l'adolescence, même avant. J'avais vraiment vu comment dire, tout le côté organique de la chose. Pas seulement la représentation, pas seulement ce que ça veut dire, tout le machin, je ne sais pas comment dire, le ragoût, le porridge, le moment où la mayonnaise prend et où ça va. Et on ne sait pas pourquoi, pour des raisons abstraites, pas pour des raisons figuratives. Même, j'avais bien compris que tous les grands tableaux figuratifs sont de grands tableaux abstraits. Et que s'ils ne sont pas de grands tableaux abstraits, eh bien, c'est pas de grands tableaux, c'est tout. C'est quand même l'abstraction qui est le nerf de la guerre, qui conduit les choses. Alors, c'est les nerfs, c'est le sang, c'est les viscères, c'est le corps interne. C'est pas la beauté externe, ça n'empêche pas que, quand on voit une belle personne physiquement, on n'imagine pas ses nerfs, sa circulation sanguine, ses entrailles, et pourtant tout ça y est. Voilà. Mais c'est ça que j'avais compris. Et alors vous vous êtes aidés mutuellement tous les deux? Non, il m'a dit il faut que tu te mettes à peindre. Ah. Voilà. Et je me suis mis à peindre très maladroitement. Je savais rien faire. Rien. Mais il était un très bon professeur. Excellent. Il me disait, là, c'est pas mal. C'est tout. Et donc, je regardais, et en effet, je comprenais que c'était pas mal. Parce que, et comment ça vous dites, ça m'est venu assez naturellement, adolescente. Il y a eu quelque chose pour ça, ou ce regard sur la peinture? Vous dites, quand vous avez vu le travail de Pierre Jaouen, que vous lui avez dit... Quand je suis parti en Scandinavie, j'avais dans mon sac à dos un dossier avec plein d'images de peinture que j'épinglais partout où j'allais. C'était surtout des auberges de jeunesse, des coins. Mais quand j'ai travaillé sur ce bateau à Oslo, j'avais mis ça dans ma cabine, mais il y avait un peu de tout. Il y avait le billard de Braque, je me souviens. Il y avait aussi un Picasso avec la femme assise, avec une merveille, avec une moulure qui lui passe dans la bouche. Ça, c'est extraordinaire, parce que ça aussi, la main a glissé. Il ne s'est pas dit, je vais mettre une moulure dans la main, dans la bouche de cette femme. C'est à ça que j'étais sensible.
je comprends. C'est à ce truc qui tout à coup arrive en faisant, comme parce qu'il faut faire, et c'est dans l'acte que se découvre ça. Et ça, j'avais ça. Vous semiez... J'avais mis dans ma cabine, et c'est une anecdote, le chef, le cuisinier est venu me voir, il a regardé ça, il m'a dit, mais c'est immonde, ça. C'est une honte pour l'humanité. Et on s'est vraiment disputé, parce que autour du billard de Braque, qui n'est pas un tableau d'une extraordinaire, c'est un très beau tableau, hein, mais c'est pas les Demoiselles d'Avignon, quand même, qui restent une chose redoutable. Oui. Dans un texte récent, intitulé « Le rouge et vert », vous écrivez « Je n'ai vécu ni un avant, ni un après le surréalisme. La disparition du groupe n'a rien changé à ce que j'étais, ce que je suis. Pour moi, comme pour tous ceux qui, de près ou de loin, j'en suis convaincu, s'y sont embarqués, être surréaliste, c'est être. » Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'autre façon d'être au monde pour vous ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Mais vous savez, c'est devenu le mot surréaliste. Surtout l'adjectif surréaliste, n'importe quoi. Employé à tout Le président de la République croise Sarkozy à la gare de Toulon, c'est une rencontre surréaliste. Les goitres sont surréalistes, les verrues sont surréalistes. Tout est surréaliste, c'est abominable. Alors justement, vous anticipez une question. Est-ce que pour vous, le surréalisme est toujours vivant aujourd'hui? Oui, absolument. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Absolument, absolument. On le trouve chez les individus isolés aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de groupe surréaliste. Si vous voulez, il n'y a pas de théorie surréaliste. Il y a des positions particulières sur la poésie, sur la révolution, sur l'amour, sur l'inconscient. Un intérêt pour l'alchimie, notamment, et quelques autres préoccupations de la pensée occulte. Pour la mystique, aussi bien la mystique rhénane que la mystique catalane. C'est un vaste ensemble de préoccupations. Breton a inventé une table d'orientation, c'est ça. C'est pas une théorie, c'est pas une philosophie. C'est un ensemble de pensées dans lequel il y a l'humour noir, et même dans lequel il peut y avoir des choses qui se contredisent. Et qu'est-ce que le surréalisme peut apporter dans notre monde d'aujourd'hui, selon vous? Le monde d'aujourd'hui n'est plus du tout préoccupé de poésie. Le monde d'aujourd'hui est préoccupé de communication. C'est une époque comme ça. Ça ne me désespère pas. Ça ne me rend pas... Vous savez, le XVIIIe siècle français, à part André Chénier, et André Chénier, c'est quand même pas terrible, il n'y a pas de poètes. Ils sont préoccupés de la Révolution. Ce qu'ils veulent faire, c'est la Révolution. Je parle du monde intellectuel, bien sûr. monde... Oui. Et cette époque n'est pas préoccupée de poésie. Donc la poésie pourra revenir, vous voulez dire? Bien sûr. Non, ça, je fais... Il y a aucun problème de cela, parce qu'elle est comme une fonction fondamentale de la pensée humaine. C'est une façon de penser qui n'est pas un mode de pensée, qui n'est pas une mode de pensée. J'aimerais qu'on parle... Alors, vous demandez déjà si l'île a inspiré votre travail artistique, pictural ou poétique. Et voilà, il y a certaines œuvres, notamment dans le petit livret qui accompagne votre DVD. Est-ce que le manoir ou la traversée sont des œuvres directement inspirées de l'île, par exemple? Le manoir, oui, en tout cas. Et la traversée aussi. Oui, ce sont deux tableaux directement inspirés de l'île. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'œuvre Le Manoir? Alors, parce il n'y a pas l'image, mais je mettrai une illustration de cette œuvre sur le site internet. Et est-ce que vous pouvez, alors je ne sais pas si ça se fait, de nous lire un petit peu cette œuvre, de nous l'expliquer? Eh bien, alors il y a une part intime concernant d'autres personnes que moi, et que je ne dirai pas. D'accord. Voilà.
Le grand ressort de ce tableau, c'est le ramoine, qui est un jeu de mots sur le manoir. Le ramoine, le manoir. Et qui est ici, le ramoine. Ouais. Il a une tonsure. C'est un rat tonsuré. Celui-là, comment ça s'appelle, ce personnage-là, avec une boule comme ça en dessous, j'ai oublié. Tout ça est une série de jeux de mots, et aussi avec... ça m'embête parce que oui, il y a des personnages vivants, oui. ou même des personnages morts, mais qui correspondent à des personnes. Je comprends. Et les personnes se reconnaissent. Très bien. Alors, on va rester sur cette lecture énigmatique qui va sûrement donner envie aux auditeurs d'aller voir cette œuvre. Surtout de les passer un petit séjour au manoir. Exactement. Ah oui, encore mieux. Voilà. On ne peut pas comprendre ce qu'est Porquerolles aujourd'hui sans évoquer le couple Henry, le rôle joué par Marcel et Marceline Henry dans sa destinée. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous les avez connus ? J'étais un peu jeune quand même. Monsieur Henry, à peine. Il n'avait pas l'air de trop aimer les enfants. Il avait cette merveilleuse maison qui est à côté, qui est le Toiton. Mm-hmm. Il n'y avait pas ce rajout, cette espèce de pavillon de banlieue avec 2 toits inégaux qui ont une laideur... abominable. C'était un endroit assez formidable, le Toiton, très beau. Là, j'ai de grandes émotions de l'endroit, et aussi il avait une collection, me semble-t-il, il était entomologiste, entre autres, oui. Il avait une collection de... Proche des frères Jahandier. Voilà, ouais. Et ça, je me souviens de cette collection, et de l'intérêt pour la botanique. Voilà, ouais. ça, je me souviens de ça. Quant à Madame Henry, alors... c'était tout à fait autre chose. C'est un personnage qu'à mon jeune âge, on n'abordait pas sans une certaine déférence. Oui, tout à fait. Elle intimidait. Elle intimidait, bien sûr. Une autorité naturelle. Bien sûr, et elle s'y employait. Elle se donnait tout de même de très grands airs. Elle alimentait aussi peut-être un peu cette image. Oh, elle ne faisait que ça. Elle alimentait cette image, oui. Ça faisait partie intégrante de sa vie, de sa personne. C'était pas que du flanc. Non. Elle était d'abord habitée par son personnage. Il n'y avait pas de distance entre elle et elle. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. À aucun moment, on ne sentait le jeu. Le jeu. Le jeu était dans... Je me souviens, elle avait juste un détail qu'il a décrit un peu de façon critique. Elle avait une dame qui s'occupait de tout au manoir, qui faisait office de comment on peut dire, majordome, gouvernante, ouais. Majordome et tout, et avec qui elle avait des relations d'amitié, évidemment. Madame Granger, je crois, je ne suis pas sûr du nom. Pierre saurait ça parfaitement, qui a une mémoire incroyable, extraordinaire, contrairement à moi. Et elle voulait dire quelque chose à mon père, et elle a dit à cette dame, si vous étiez l'ami que vous êtes, vous iriez me cueillir quelques fleurs dans le jardin. C'est très habile. Alors, si vous étiez l'ami que vous êtes, indique quand même une certaine dose de jésuitisme, pour dire les choses telles qu'elles sont, mais dont elle usait avec beaucoup d'élégance et de savoir-faire. Et puis, elle était quand même dans l'amitié et la sympathie de grands écrivains. C'est pas pour rien. Je veux dire que ces gens-là n'étaient pas des imbéciles, dupes de je sais pas quoi. Ils n'avaient aucune raison de courtiser plus ou moins Madame Henry. Si elle était dans l'amitié de Jean Paulhan, de Supervielle, de Malraux, oui, dans leur sympathie, et même après de ces acteurs comme Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud. C'est qu'il y avait intérêt à cela profond. Il y avait un intérêt profond pour elle, bien pour sûr, sa personne, pour ce qu'elle était, pour sa conversation. Elle avait une conversation, comme Pierre d'ailleurs, il y a une conversation éblouissante. Moi, j'ai pas de conversation. Non, c'est vrai. Quand on est artiste, il faut choisir les mondanités. C'est très bien les mondanités, ou l'enseignement.
Mais moi, j'ai pas de conversation. Pour la mondanité, il faut avoir de la conversation. De la conversation. Il faut savoir amuser, trouver le truc. Et je suis empêtré dans une sourde timidité que je dissimule le mieux que je peux, qui m'inhibe. À un moment, je me souviens, Suzanne Paget, qui était la directrice du musée d'art moderne de la ville de Paris, m'a dit, écoute, il faut que je te présente un type, que ça va être un type important, c'est quelqu'un qui compte, viens voir, il s'appelle Jacques Ayagon. Alors, elle m'a présenté à Jacques Ayagon, Jean-Claude Silverman, et moi, je suis resté là comme un bonnet, je ne sais pas que lui dire. Mais c'est vrai, vous avez raison qu'il y a des personnes qui savent faire ce genre de choses, et ça ne dit rien. Des personnes qui ne savent pas le faire de leur intelligence, ni de leur intériorité, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui savent tout à fait faire. Ils ont de la conversation. Pour aider les auditeurs familiers de Porquerolles qui découvriront peut-être en vous écoutant son île sœur Porquerolles, si vous deviez décrire en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'île, la géographie du lieu, sa densité, le type d'habitation et de construction que l'on y trouve, comment vous lui décririez? Ce que viennent chercher les gens à Porquerolles, ce sont les loups. Les loups. Il y a des loups. Le plus haut point de l'île, c'est le mont Vinaigre. Il est à 1832 mètres à peu près. Et à partir de 1200 mètres, on voit des loups. Éclairez-nous là-dessus. Il y a des loups, des hordes de loups. Et ils bouffent les petits des sangliers. C'est comme ça qu'ils se nourrissent, les loups. Et les gens sont habités par l'idée d'aller chercher ça, de trouver cette sauvagerie à Porquerolles. Cette chose redoutable. Et, alors, ils se retrouvent à la plage de la Palue ou à la plage du Sud, avec 300 personnes sur 50 mètres de long, plages qui sont délicieuses quand on est 15, mais ils sont quand même venus chercher les loups. Alors, ils se sont trompés, ils se sont fourvoyés. Il faut aller où pour trouver les loups? Il faut rester chez soi, supprimer les congés payés et vivre avec ses loups. Chacun ses loups. Chacun ses loups. Et voilà. Mais c'est cela, Porquerolles. C'est quand même un endroit très sauvage. C'est difficile de faire plus îles que Porquerolles. Enfin, peut-être qu'il y a des îles, il y a Saint, il y a des îles remarquables ailleurs. Mais en tout cas, à Porquerolles, une fois, nous étions en février. Ma fille était enceinte, donc il y avait au moins 35 ans. Au mois de février, on s'est retrouvés seuls à Porquerolles. Personne. Un jour, 24 heures, où il y avait personne. Tout le monde était parti. Et on s'est retrouvés seuls. Moi, j'ai eu l'impression d'être au gouvernail d'un bateau qui allait je ne sais trop où. C'était extraordinaire d'être seul dans cet endroit et très impressionnant. Parce que il n'y avait plus rien de négociable avec la nature. Elle était tellement là et tellement violente. Et on se sentait pas très grand. Impressionné. Voilà. Impressionné. Ouais. Tout à fait impressionné par à cause de cette expérience, parce que c'est pas simplement, il fait beau, on va aller à la plage, il fait beau, on prend le bateau, on va dans une calanque, on va à Bagot. C'était autre chose. Mais ça, on peut l'expérimenter, sans forcément se retrouver seul, l'hiver à Porquerolles. Oui, bien sûr. Chose de tout à fait ça nous arrive très souvent. Ouais. Mais seul jamais. Seul. Oui, là, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours les employés du parc. Il y a toujours une dizaine de personnes. Quand on vient l'hiver, on vient souvent l'hiver. Là, on est venu le 18 février. Maintenant, on y passe 6-7 mois par an. 6-7 mois par an. Oui, on est venu le 18 février. Il y avait une quinzaine, pas plus. Et c'est le nombre qu'on est à peu près en général. En moyenne. Ouais. Mais tout seul, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Oui, mais ça doit être incroyable. Peut-être que cette impression est la même que l'on a quand on se trouve en bateau au large. Peut-être que dans le désert aussi, il y a ça. Et cette impression-là, je pense que c'est ce que vont chercher les navigateurs qui aiment le large. Les navigateurs, c'est ce qu'ils aiment, c'est le large. C'est pas les grands voyageurs, ils aiment aussi les déserts, ou les montagnes, à être absolument seul au milieu de tout ça.
J'aimerais qu'on parle un petit peu de votre lien à Port-Cros à travers une série de questions courtes et assez concrètes. Pourquoi vous avez choisi de venir vous installer ici avec votre femme ? Finalement, pourquoi ne pas avoir choisi la Bretagne, dont vous dites que c'est un lieu aussi ? On a beaucoup hésité. Ça ne s'est pas fait facilement. Cette maison, mon père m'a demandé, est-ce que tu veux la garder ? Ma mère voulait la vendre dans l'état dans lequel elle était. Bon. La fin était assez triste tout de même. On est venu, ils étaient morts, la maison il a fait pour ranger et tout. Et puis, sur le chemin de la plage, Majotte est allé à la plage, et sur le chemin de la plage, j'ai rencontré Sir Pancani. Il était le cantonnier de l'île, Sir. C'était un grand personnage, un homme à la fois fin et frustre, et plein de ressentiment et de colère. Quand on tombait dans sa conversation, c'était assez difficile. J'allais sur le chemin de la plage, et il avait fait une chose, il avait pris son râteau, et il l'avait juste posé sous une branche d'arbre. Il tenait entre le sol, par le manche du râteau, et la pointe du râteau, juste coincée par la branche d'arbre. Mm-hmm. Alors j'ai remarqué ça, j'ai fait le signe comme ça, et ça l'a fait rire. Et moi aussi, ça m'a fait rire de cette idée de faire tenir. Il ne l'a pas appuyé, il l'a coincé. C'était très joli. Et c'était très joli. Et il m'a dit, alors, cette maison, vous la prenez ? Alors je lui dis, on l'apprivoise. Il m'a dit, vous l'apprivoisez, d'autres, à votre place. Il avait un accent rocailleux, comme ça. C'était pas tout à fait l'accent d'ici, parce qu'il était matiné d'italien. D'autres, à votre place, il apprendrait, hein, et plus vite que ça encore. Et là, je suis arrivé à la plage, j'ai dit, écoute, Majo, c'est une splendeur, cet endroit, quand même. C'est une splendeur. C'est inouï. C'est un truc incroyable. C'est un endroit fabuleux. Notre maison en Bretagne était très jolie, dans une vallée, avec c'était un ancien moulin, c'était loin de tout aussi. Et puis on y avait des amis. Ça a été un peu un arrachement. Hein. Oui. La Bretagne, ça nous a manqué. Et par moments, nous manque encore. Les Bretons nous manquent. Vous y retournez de temps en temps ? Notre fille a repris cette maison. D'accord. Elle l'a complètement modifiée à son idée, ce qui est parfaitement normal. On lui en a fait cadeau, on lui a donné. Donc vous l'avez pas complètement laissée, cette maison. Vous gardez. On l'a gardée. C'est elle, et on y va en effet de temps à autre, assez rarement, mais c'est elle qui maintenant est là, et donc mais j'avais fait il y a en 2007, je crois. Oui, en 2007, j'ai fait une exposition au musée de Brest, où j'ai exposé cette pièce, justement, Babylone, là. Et on y est retourné, c'était merveilleux, hein, de retrouver les matins bretons, tout ça. C'était formidable. C'est lié aux Bretons. Puis alors, on a été accueillis en Bretagne. On était comme des... D'abord, on n'avait pas de pognon du tout, on n'avait pas d'argent. La vie d'artiste, enfin, sauf exception qui confirme la règle, c'est quand même 10 ans sans cinéma, 10 ans sans restaurant pour nous. Mon père avait trouvé, quand il a su que je m'étais mis à la peinture, alors il connaissait un tout petit peu ça, et il nous a donné le SMIG, ce qui était très intelligent. C'était abus de biens sociaux, puisque c'était pris sur son affaire. J'ai bien compris. Mais c'était très intelligent, parce que ça ne permettait pas de jouer au fils de riche, mais c'était quand même très très juste. On avait une petite fille à deux, c'était compliqué. Mais ça vous a permis de faire ce que vous... Oui, et de perdre mes 15 kilos. Exactement, d'angoisse. Alors, que fait un surréaliste à Port-Cros ? Écoutez, je travaille, mais j'ai un tout petit atelier, c'est minuscule, j'ai pas l'endroit à Salmois où je vis, j'ai un grand atelier, et ici je fais des choses...
j'écris beaucoup, je suis un peu dans le principe, et je peux dessiner aussi. Donc ces dessins, ces grands dessins que j'ai faits, j'en ai fait toute une grande partie à Porquerolles, à l'encre et au pinceau. Ça a été ma dernière grande aventure formelle. Là, j'ai une petite aventure qui m'amuse, je vous montrerai ça. Oui, avec plaisir. Et c'est Christian Bernard qui dirige à Toulouse une manifestation d'art contemporain qui s'appelle le Printemps de septembre et qui est une manifestation très pointue sur l'art contemporain. Alors, j'avais une idée que j'ai dit j'en parle dans le film, de graver des cailloux que je voulais jeter dans les chemins de Porquerolles, comme ça. Et je me suis dit, mais c'est complètement idiot, sur quoi je compte? Soit c'est un acte purement souverain, je les jette n'importe où dans le maquis, et personne ne les trouvera jamais. Tant pis, c'est comme ça. Mais à quoi ça sert? Il y a ce proverbe kabyle, la botte de la vieille tombe dans le feu. Je l'offre à Dieu, dit la vieille. On se demande quand même ce que Dieu pouvait faire d'une motte de beurre. Voilà. Donc mes cailloux jetés comme ça, je me suis dit, c'est un peu vain. Ou alors je les mets je les dispose dans les chemins, comme ça, peut-être que quelqu'un les rend. Je me suis dit, ça va pas du tout. Si on dit pas aux enfants qu'il y a des œufs en chocolat cachés sous les buissons, on voit pas pourquoi ils iraient les chercher, puisqu'on leur a pas dit d'aller les chercher, et les chances de les trouver sont infimes. J'ai gravé un certain nombre de cailloux sur lesquels je mets des inscriptions, que vous verrez, je vous montrerai. C'est assez joli, je crois, avec des trouvailles dans le retournement, des choses auxquelles j'ai trouvé quelques astuces. Je pense que tout le monde s'en fout, parce qu'il y a un caillou qui existe et qui circule aujourd'hui. Et qui était un truc formidable. Et c'est vraiment un truc de communication. C'est vraiment ce que je vous disais. Ce caillou, il a aucun intérêt. Il n'y a rien dessus. Sauf qu'il y a marqué un truc du genre, photographiez-moi et déplacez-moi. Et alors, on le photographie, on envoie la photo sur les réseaux. Et puis, on dit qu'on l'a mis, on est dans le Gard. On dit qu'on le met dans les Cévennes, à côté de tel village, machin. Et il est là. Et on peut même prendre la photo d'où il est, et on envoie à nouveau la photo sur les réseaux et tout. Et donc le caillou, c'est assez joli. Oui, c'est une belle histoire. Oui, ce caillou qui voyage. Je trouve pas que c'est nul, hein. Mais si vous voulez, la chose, le caillou en lui-même, ce qui est déplacé n'a pas le moindre intérêt. Ce qui compte, c'est le déplacement. C'est la circulation. C'est donc la communication qui compte, et pas du tout le contenu de la communication. Alors, vous les avez semés, ces cailloux, ou pas? Ah, je vais les semer. J'en ai fait 21 que je vais semer à Toulouse. En indiquant aux gens où ils se trouvent? C'est dans un jardin qu'on a défini, qui s'appelle le jardin des filtres, où il y a des bosquets, où il y a des coins où on va pouvoir les mettre, et les planquer. Et puis à l'entrée, il y aura une affiche indiquant qu'il y a des cailloux à trouver, il y a des cailloux, des pierres parlantes, très bien, à trouver, elles sont à qui les trouve. On commence à être considéré par les gens de Porquerolles comme des porquerolliens. Ah, on y viendra. Il y a cette imbécilité porquerollienne. Oh, mais elle n'est pas elle n'est pas qu'à Porquerolles. Je déteste ça. Je déteste ce truc des origines. C'est monstrueux. C'est une horrible. C'est la pureté raciale. C'est là que toute une série de saloperies commence. Pierre Buffet écrit dans L'Esprit de l'île, « Lorsque je quitte Porquerolles, j'éprouve un réel soulagement. Je me sens libéré d'une charge morale rendue au jeune homme insouciant que j'étais. Et cependant, à mon retour, je suis pris d'une sorte de joie intérieure, comme si je retrouvais ma vérité. » Qu'est-ce que vous ressentez quand vous quittez Porquerolles ou quand vous y revenez? C'est une désolation de quitter Porquerolles. C'est vrai? Ah oui, une désolation. L'année dernière, on est parti avec Marie-Jo. Je me suis ridicule, pourquoi on part? Alors pourquoi vous partez? Oui, mais pourquoi on part? Oui, mais parce que on a plein de... Alors, nos enfants, avec qui on s'entend merveilleusement, très bien. Donc, on les voit plus, ils sont pas là. Il y a cette tristesse de pas les voir, quoi. Je comprends. Il y a ça.
Et Donc on est quand même très isolé. Voilà. Mais quand même quitter Porquerolles, c'est vraiment et y revenir, c'est quelle joie, oui. Mais non, c'est un grand, l'arrivée et le départ sont de grandes affaires. Sur de grandes affaires qui restent intactes, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Non, ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est toujours le même plaisir et la même douleur. Mais contrairement à Pierre, je ne suis pas soulagé. Oui, mais lui, il y a une histoire, bien sûr. Et puis il a un travail. Bien sûr. Et des responsabilités, et des soucis. Et des trucs. Complètement. On peut pas absolument faire un parallèle. Moi, c'était surtout la deuxième partie du texte. Pour la deuxième partie, j'adhère complètement. Bon, voilà. Je comprends. Est-ce qu'il y a une saison que vous préférez sur l'île? Oh ben, oui, il y a une saison très agréable. On est venu souvent, on est venu parfois. C'est bien quand il n'y a personne. Oui. Voilà, c'est tout. Le printemps, alors, quand vous arrivez. Le printemps, c'est parfait. En décembre, en Noël, c'est formidable. Et tout est bien, même quand il pleut, même on s'en fout complètement du temps, tellement c'est sublime par tous les temps, voilà. Est-ce qu'il y a un endroit ou des endroits à Porquerolles que vous affectionnez particulièrement? Ah oui, il y a plusieurs Porquerolles. Alors, il y avait le barrage, qui était un endroit magique à Porquerolles. Il y avait des poissons, il y avait des grenouilles en nombre, quantité, qui faisaient un raffut formidable, et puis qui tout à coup s'arrêtaient. On ne sait pas pourquoi. Silence. Et on ne s'entendait plus parler avec les grenouilles, hein. Et tout à coup, silence. Et puis ça repartait. Il y avait des hérons cendrés qu'on voyait le matin, aller le matin. Alors il y avait évidemment en plus le reflet des grands arbres dans le barrage. Il y avait beaucoup de poissons, il y avait des carpes, mais pas seulement, de très grandes carpes, très grosses bêtes centenaires probablement, et vénérables. Non, alors le barrage était un endroit formidable. Ça fait plusieurs jours que je médite d'aller voir le directeur du parc d'Uncombe pour lui dire qu'est-ce qui se passe au barrage. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il est encore la propriété de Pierre Buffet, je ne sais pas trop comment ça se fait, mais il faudrait faire quelque chose pour restaurer le barrage, parce que c'était un endroit inouï. Il y a la Palue, la grande prairie de la Palue, et la Palue, on est tout à fait ailleurs. Il y a la prairie il y a les prairies du manoir. Il y a deux prairies, d'un côté de la maison de Pierre, de l'autre côté, avec les ânes. Ça aussi, c'est encore un autre Porquerolles. Et puis, intérieurement à Porquerolles, il y a la Sardinière. Ouais, c'est beau, ça. Ça, c'est comme c'était un endroit avec ses grands arbres, comme si les fées venaient de le quitter. C'était un endroit féerique, la Sardinière. Et c'est une autre atmosphère. Une grande diversité. Une grande diversité. Ça, c'est très, très plaisant. Et même les deux plages, la différence entre la plage du Sud et la plage de la Palue, c'est pas le même monde. Il y a des mondes à Porquerolles, et ça, j'aime beaucoup. Maintenant, il faut marcher, et personne ne marche. Oui, c'est vrai. Oui, ils vont tous au même endroit, comme vous le disiez tout à l'heure. Ils vont tous au même endroit, oui. Tous en cherchant la sauvagerie. C'est ça. Je suis venu voir l'île sauvage. Où sont les loups? Peut-être à la plage du Sud. Non, ils vont trouver que des congénères, je pense. Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote marquante que vous avez vécue à Porquerolles et dont vous vous dites j'aurais peut-être jamais pu vivre ça ailleurs? C'est pas une question évidente, si vous avez quelque chose qui vous vient en tête. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a une vision d'abord. Ça va être difficile à décrire. Hein. Je pourrais peut-être la dessiner, mais difficile à décrire. Je vais essayer. Il y avait à Porquerolles un personnage qu'on appelait Tarzan. Tarzan, il était chasseur d'éponges, pêcheur d'éponges. Et il était le gérant de la trinquette, qui s'appelait pas la trinquette, qui s'appelait l'Oustalet, et c'était qu'un bistrot. Et lui, c'était un personnage très étrange, pas très sympathique. Il ne buvait pas, mais il faisait boire ses femmes. Il a eu plusieurs femmes,
Ensuite, il les faisait boire et il les détruisait. C'était un pervers. Il les faisait monter sur les tables à moitié nus avec les clients qui étaient là. Tout ça était... Pas très... un peu malsain. Oui. Alors, et il séduisait beaucoup de femmes parce qu'il était assez petit mais très costaud, assez beau, comme ça, assez beau gosse, quoi. Et puis il a vieilli, et puis un jour, j'étais à côté du cimetière de Porquerolles. Il faisait une journée très grise, c'était d'hiver, une journée d'hiver, on était venu. Il avait perdu, je crois, son restaurant, son bistrot. Il avait un bateau qui n'était pas un bateau à moteur, qui était un bateau à rame. Et c'est ça que je veux dire qui était inoubliable. Parce qu'il avait un chien noir, Black, et qui était juste à l'avant du bateau, assis à l'avant du bateau, et lui, derrière, ramait dans une mer grise et immobile. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Et c'était comme Anubis. C'était la marque des morts, avec ce bateau devant. C'était un spectacle inouï de voir ce type ramer si lentement, et avec son chien, ça je n'oublierai jamais cette chose-là. Et vous l'observiez d'où Depuis le haut, très au-dessus, disons, un peu encore au-dessus du fort du Moulin. D'accord. J'avais une vue sur et lui était entre la pointe du Grand-Père et le fort du Moulin. Vous l'avez pas représenté? Non, si se peut que j'ai quelque part un truc là-dessus, oui. Avec un chien et le type qui rame. Oui, il se peut que j'ai ça quelque part. Il se peut que j'ai fait ça, quand même. Oui. Plus qu'une anecdote, oui, c'est une vision. Oui. C'était une vision, et c'était ce temps gris, cette mer grise, le ciel et la mer de la même couleur, et ce type tout seul, ramant avec son chien, ramant lentement, et il ramait en ramant vers l'avant, debout. Oui. Il ramait debout vers l'avant. Voilà, pour essayer de décrire à peu près. Oui, mais je pense que ça traduit un peu l'esprit de Porquerolles. En effet, c'est une scène qu'on peut vivre qu'ici. Et puis vous avez dépeint le personnage juste avant, donc... Oui. Voilà, et ce type tellement bizarre. Alors, il y a ça. Des choses d'autres que j'ai vécues. Oh, une petite anecdote à Bagot. Et il y a une calanque que dans la famille nous appelons la calanque au sel, qu'avec Marie-Jo nous appelons la Royale, qui est une calanque à la pointe sud de Bagot. À la pointe sud de Bagot, qui est juste quand on tourne la pointe, et qui est une magnifique calanque, et où il y a un rocher très haut. Et quand j'étais petit, j'avais 15 ans, quelque chose comme ça, mon père m'avait donné un petit bateau avec un moteur Evinrude d'un cheval 5. Ça allait pas très vite, hein, mais quand même, partant calme, j'allais à Bagot et j'étais complètement autonome. Et donc j'étais allé dans cette calanque. À l'époque, on pouvait monter dans la calanque. Et j'aimais bien grimper aux arbres, j'aimais bien faire de l'escalade, j'aimais bien grimper, quoi. Voilà. J'étais donc tout seul avec mon petit bateau qui était là, que j'avais accroché au rocher, et j'avais entrepris de grimper à ce rocher, qui devait faire 30-40 mètres de haut peut-être, pas beaucoup plus, mais qui est très à pic. Et donc, c'est de la varap, hein, on prend une prise à gauche, une prise à droite, et puis je suis arrivé en haut, presque en haut, peut-être à 2 mètres, 1m50, 1m80, et je n'avais plus une prise. Je ne savais ni pour les pieds, ni pour les mains. Je m'étais fourvoyé, je m'étais mal pris. J'avais mal calculé mon coup. Je ne savais pas comment faire. J'étais vraiment coincé. Et alors je regardais en bas, il y avait mon petit bateau, il y avait la mer, il y avait tout ça. Je regardais, je voyais pas comment faire, appeler, et tout à coup, il y a une voix qui venait d'au-dessus de moi et qui m'a dit « May I help you ?» Incroyable. Et alors, je n'ai pas mégoté mon « Yes, you may ». Oui, sinon Et sinon, j'étais complètement coincé. Je ne savais pas comment faire. Oh là là. Il a fallu que j'attendais un bateau, faire signe, mais qui pouvait venir m'aider,
monter derrière moi, que faire. Bien sûr, bien sûr. Vous auriez attendu longtemps. Il venait au-dessus de moi. Mais sauveur et inespéré. Ah oui, incroyable. Inespéré. Ah ouais, voilà incroyable. une petite anecdote mignonne, quoi. Oui. Voilà. S'agissant de la vie insulaire, on dit souvent qu'elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa particularité? Peut-être en termes d'espace, de temporalité, de vie en communauté aussi. On n'a pas beaucoup parlé de ça. L'insularité pour vous, et l'insularité à Port-Cros, peut-être encore plus précisément. Sur le plan social, pour aborder la question par le tout petit bout, c'est pas terrible. C'est pas terrible. On s'y est fait quelques amis tout de même, mais en ce moment, je pense qu'il y a 2 personnes avec qui on peut parler. On est seul. Alors, il y a du bonjour, il y a du bonsoir, il y a ça va, mais ça tient à quoi? Alors, il y a plusieurs choses. À un moment, j'avais fait une association parce que les commerces avaient pris une telle ampleur. J'avais fait une association qui s'appelait, de façon un peu pathétique, SOS Port-Cros. C'était un peu exagéré. Parce que le parc me disait, je critiquais les restaurants qui avançaient tout le temps sur la mer, les commerces qui mettaient les tables partout, et le parc me disait, mais on n'a personne à qui parler, on n'a personne à qui s'adresser. Alors donc j'ai fait cette association. Et il y a eu une réunion avec les commerçants de l'île et Janine, qui était secrétaire de cette association. C'était un coup qu'on avait fait à 2. Ils avaient incriminé les commerçants, tous ces gens qui viennent que 15 jours à Port-Cros et qui prétendent avoir une opinion sur Port-Cros, à quoi ça rime. Alors, j'ai dit, sans doute, ils viennent 15 jours, mais c'est parce qu'ils travaillent, ils peuvent pas faire autrement, ils viendraient davantage. Mais ils aiment Port-Cros. Ils aiment Port-Cros. Oui, ils aiment Port-Cros. C'est pas comme d'autres qui aiment Port-Cros, comme le Mac aime sa pute. Ça n'a pas fait bon effet. Vous avez eu beaucoup d'adhérents à votre association? Il y avait des gens, notamment de la résidence, qui ne sont pas vraiment des Port-Crosiens. Et sur les Port-Crosiens, il y a eu personne. Il y a eu personne parce que ceux qui étaient d'accord ne pouvaient pas se mettre parce qu'ils auraient été dans une position fâcheuse vis-à-vis des autres. Il y a quelqu'un sur l'île, je vous dirai pas qui, nous ne nous saluons pas, nous ne nous disons pas bonjour. Une dame qui était charmante, qui était Port-Crosienne, avec qui on s'entendait bien, et qui a dit, ils se sont retirés le parler, ils savent même plus pourquoi. C'est une situation que je cultive. Oui, disons que ça vous chagrine pas. Ça me chagrine pas, et même ça m'amuse. On va pas rompre ça pour établir quoi? C'est idiot de plus parler, on n'a rien à se dire. Voilà, donc. Et en termes d'espace et de temporalité, la vie insulaire, à quelqu'un qui connaît pas la vie sur une île, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que ça procure? Qu'est-ce que ça... On se sent comment sur une île? C'est une question difficile, je suis pas sûr de bien la comprendre. Parce que c'est saisonnier, Port-Cros. Il y a une vie saisonnière. Bon, il y a des rythmes, par exemple, là, quand on a nos petits-enfants, et même nos arrière-petits-enfants, on est obligé d'aller à la plage pour les pâtés de sable, eh bien, bon, on y va à 6 heures du soir. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Oui. Voilà, quand il y a une grande recrue. Alors ça c'est la vie saisonnière. Parce que mais autrement, il y a les... Je vais vous lire un petit extrait de... Peut-être que ça va alimenter votre réflexion. À écouter les insulaires, on comprend que les îles sont des lieux de paradoxe. Dans l'esprit de l'île, Pierre Buffet écrit « Captives de leur isolement, mais ouvertes sur l'infini à la mer libre, les îles offrent la tentation d'y pouvoir mieux donner vie à ses rêves. Cette séduction apparente révèle cependant à qui tente l'aventure une difficulté d'être plus éprouvante qu'en d'autres lieux. Y vivre requiert une vigoureuse résistance à la solitude. Il n'est pas facile d'apprivoiser les lieux sauvages. Les charmes de l'exotisme ne compensent pas le désert social. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Entièrement d'accord, oui.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Pour revenir à la question précédente sur le social, assez étrangement, c'est non dit, mais j'ai pu le vérifier, il y a une solidarité en cas de danger. Alors que les gens se détaisent, disent des méchancetés les uns sur les autres, les rapports sociaux sont exécrables. Face au danger, face à la mer, face au feu, il y a une solidarité formidable, immédiate et sans réserve. Dans l'adversité, la fraternité insulaire est là. Est là, c'est sans réserve. Je l'ai vérifié avec ces, par exemple, commerçants. Un feu s'était déclaré dans la maison d'à côté. C'est des bateaux qui ont signalé qu'il y avait le feu. En 3 minutes, ils étaient là. Ils avaient pris le tuyau d'arrosage et il y avait des broussailles. Ils étaient foncés à travers les broussailles pour arrêter le feu. La voiture des pompiers a mis 10 minutes à venir, le parc une demi-heure. Et eux, en 3 minutes, ils étaient là. Formidable. Ouais. Ça, c'est une constante. À Porquerolles, les gens le disent beaucoup aussi. Quand il y a des malheurs ou des dangers, tout le monde est ensemble. Tout le monde est là. Aux obsèques, d'ailleurs, tout le monde est là. Tout le monde est là, oui, bien sûr. Moi qui suis athée, férocement athée. Vous êtes là aussi. Vous êtes là aussi. Alors. Non, mais bien sûr, parce que ça fait partie de la solidarité. Ça fait partie face à la mort, on est là, quoi. Voilà. L'esprit de l'île dont parlaient Marceline Henry et Pierre Buffet aujourd'hui dans sa lignée, est-ce que ça vous parle? Ça me parle à travers Marceline Henry et Pierre Buffet. Il l'incarne. Il l'incarne, bien sûr. Il y a aussi Janine, il y a aussi les Sémulaires. C'est quoi? C'est un certain art de vivre, c'est inspiré d'une certaine poésie du quotidien. C'est quoi? C'est le manoir, c'est pas seulement le manoir. Avec toute l'arthritisme et la lourdeur administrative du parc national, c'est quand même le parc national qui maintient l'île dans ce qu'elle est. On ne peut pas tergiverser avec ça. C'est ainsi, et c'est vraiment grâce au parc que l'île est restée ce qu'elle est. Et donc, l'esprit de l'île, l'esprit de l'île, en dépit de bien des maladresses, en dépit c'est quand même le parc qui l'incarne. Et qui l'incarne. Non, c'est pas le mot. Justement, il ne l'incarne pas. Mais qui le protège. Il y a aucun doute. Et ça tient au fait que, il y a pas de construction, ça tient au fait que la pêche est interdite, ça tient au fait que pratiquement tout est interdit à Porquerolles. Janine Sémulaire a dit à Porquerolles, je devenais le chêne. Je me rends compte que cet environnement que je croyais hostile m'a pénétré et m'a ouverte au monde, un monde intérieur qui fait que je n'aurais pas pu donner la même chose à tout ce qui m'entoure. Est-ce que l'île vous nourrit personnellement? Est-ce qu'elle vous permet d'accéder à un monde intérieur? Si oui, par quel truchement? Est-ce qu'il y a une force particulière? Je crois que vous avez répondu oui, que non. Oui. Rien n'a changé. Vous marchez un peu sur les chemins de Porquerolles? Oui, un peu moins maintenant. Marie-Jo marche beaucoup moins bien, et donc on marche moins. Mais oui, j'ai quand même parcouru l'île dans tous les sens. Oui, je la connais bien. Vous êtes perméable aux beautés de la nature, ça vous l'avez dit, mais que ce soit à Porquerolles ou ailleurs. Peut-être vous reconnaissez pas complètement dans ce que dit Janine, par exemple. Pas complètement. Pour moi, l'accès à ce savoir tellement refusé, tellement honni de l'inconscient, ne passe pas vraiment par la nature. Mais vous savez que je voudrais pas abîmer les propos de Janine. Janine va plus loin, elle dit c'est pas l'île finalement, c'est ce que l'on est. On vient avec ce que l'on est, et c'est ça qu'elle dit quand elle va plus loin et qu'elle décrit.
Elle dit, tout le monde n'est d'ailleurs pas à même d'apprécier la beauté de la nature. Il y en a qui vont aller parcourir les chemins, ça va les laisser indifférents. Et elle dit, finalement, oui, bon, l'île m'a apporté, mais c'est chacun avec son être et son intériorité propre qui fait qu'on s'en laisse imprégner du lieu. Enfin, c'est très intéressant ce qu'elle dit à ce propos, et voilà, je traduis peut-être pas très bien sa pensée, mais... Si, vous la traduisez bien, je comprends. Écoutez, hors ces moments dont j'ai parlé, de grande connivence, pardon pour les grands mots, de grande connivence universelle, qui m'est arrivé de ressentir sur l'île, non en tant que tel, je ne suis pas où. La force est ailleurs. Enfin, oui, je comprends. Porquerolles et Porquerolles sont souvent présentés comme des îles sœurs, Porquerolles la douce, Porquerolles la sauvage, pour être un petit peu dans les clichés. Vu de Porquerolles ou de l'île du Levant, le caractère insulaire de Porquerolles peut sans doute être questionné. Quand Porquerolles est desservi 4 à 5 fois dans la journée, l'accès à Porquerolles est beaucoup plus restreint. Porquerolles compte une vingtaine d'habitants quand Porquerolles en compte 300, pas de bar ni de restaurant ni de café ouvert l'hiver. On voit que la continuité territoriale est à géométrie variable selon les îles. Est-ce que vous connaissez bien Porquerolles et l'île du Levant? Pas tant que ça. Je suis allé à Porquerolles, j'avais 15 ans, et j'avais été ébloui par la place... d'Armes. Avec l'église, c'est comme dans les films... mexicain. Oui, la place mexicaine. La place d'Armes. Ouais. Et puis, j'y suis retourné l'année dernière pour voir la Fondation Carmignac, qui est un endroit merveilleux, magnifique, épatant. On est retourné avec mon fils et sa compagne, ou sa femme, Vanessa. Et l'endroit est... Il y avait une pièce formidable qui était faite avec des bouchons de bouteilles de bière. D'un artiste ghanéen, une toile de Klimt presque. Enfin, c'était magnifique. Oui. Et d'autres choses. Et plus l'endroit et tout, plus le restaurant et tout. Puis après, j'ai dit, vous allez voir, il y a à Porquerolles cette place qui est formidable. Et alors, on est descendu. Il y avait un monde fabuleux. C'était monstrueux. C'était au mois de juillet, mais c'était absolument monstrueux. Et la place, et cette place, il y avait plein de commerces autour. C'était complètement, l'endroit était complètement abîmé. Terrible. Ouais. Et l'île de Levant, vous connaissez? L'île de Levant, bizarrement, je n'y suis pas retourné depuis l'âge de 14 ans, où j'avais été vraiment ébloui. On sait l'hyperfréquentation des îles, alors Porquerolles encore plus que Porquerolles, parce que pour être arrivé ce matin et voir cette navette déverser quelques touristes, quand on voit ce qui se passe à Porquerolles, c'est quand même pas du tout la même impression. Est-ce que vous avez été témoin vous-même de l'essor de la fréquentation à Porquerolles ces 70 dernières années? Évidemment. Oui. Et quel regard vous portez là-dessus? C'est une escroquerie. C'est une escroquerie parce que les gens viennent chercher les loups. C'est tout pareil. Mais ils se trompent. Ils ne les trouvent pas. Alors, mais ils les cherchent pas vraiment. Ils ne les cherchent pas non plus. Mais c'est l'idée, c'est la publicité, c'est la communication, on y revient. La communication, c'est ça qui fait que on va dans une île sauvage, et ils se retrouvent sur 2 petites plages lamentables, adorables, avec 15-20 personnes. Par contre, il existe des gens qui arrivent, surtout au mois d'août, il y a un bateau qui arrive à 8h du matin, et à 8h du matin, il y a des gens, pas toujours des jeunes, mais pas seulement que des vieux, mais avec des cannes de marche, avec des chaussures de marche, et alors eux, ils font l'île. Oui. Mais si on y va, vous allez au mois d'août, vous montez dans l'île, vous allez au Mont-Vinaigre ou à la Pomme d'Or, vous allez croiser quoi 3 personnes dans toute votre journée. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans le Porquerolles de votre enfance? Non, pas vraiment, mais ça tient à mon enfance. Je n'ai pas été un enfant heureux. Donc, je me sens un enfant beaucoup plus heureux aujourd'hui. C'est une belle réponse.
Je ne sais pas si vous allez vouloir répondre à cette question, parce que c'est une question qui est un peu biaisée par ces territoires. C'est une question que je pose toujours aux porquerolais, à savoir quelle est votre définition du porquerolais. Alors j'ai envie de vous demander, mais vous avez le droit de ne pas répondre, quelle est votre définition du porquerosien? Écoutez, il y a eu un type qui était, j'aimerais bien que son nom me revienne, c'est dommage, qui était gardien à la Palue. Il a dit, et porquerosien, celui qui fait quelque chose pour et porquerosien, celui qui fait quelque chose. C'est une belle réponse. Voilà. Je peux même ajouter que les autres, les réponses attendues du côté des racines sont, à mes yeux, purement répugnantes. Mais ça, on l'avait bien compris. Voilà. À la lecture de la biographie que vous avez rédigée pour le passionnant petit livret qui accompagne votre film, vous dites « Son déroulement chronologique conventionnel donne de ma vie une compacité illusoire. Les moments qui la constituent ne font pas bloc dans ma mémoire. Ils ressemblent plutôt à ces éclats de maïs qui voltigent dans une cuve à pop-corn à l'entrée d'un cinéma permanent. » Alors on a envie de vous demander, si on se penche un instant sur la cuve à pop-corn, quelle couleur, quelle saveur ont les éclats de maïs porquerosiens? Je ne sais pas comment filer la métaphore, mais je peux parler simplement de moments. Ce sont quand même des moments qu'on vit ici qui sont des moments inouïs, extraordinaires, exceptionnels. À part les très très grosses chaleurs, mais parce que on a physiquement plus de mal à les supporter. C'est tout le temps inouï, fabuleux. D'être tous les deux, Marie-Jo et moi, c'est une merveille, Quand on vieillit amoureux, alors la complicité est telle et le bonheur, même le soir, de s'asseoir là, de regarder les étoiles, on n'a ça nulle part au monde. Enfin, ça existe certainement dans bien d'autres endroits du monde, n'est-ce pas? Mais pour nous, en tout cas, ça n'existe que là. Et votre femme, dont on a assez peu parlé finalement dans cet entretien, comme vous, elle aime cet endroit profondément. Oui, elle a aimé ça. Immédiatement. Elle est pieds noirs. Oui, d'accord. Elle vient d'Algérie, donc d'une part le climat lui convenait parfaitement, mais elle a su, elle craignait la mer, elle était malade. Elle a surmonté totalement le mal de mer, même par des grosses traversées. On traverse parfois par force 9 ou 10, avec le bateau qui s'arrête en haut, qui arrête le moteur en haut de la vague, vous connaissez ça? Ah oui, ma première traversée porquerosienne, je m'en souviendrai. Il s'arrête là. Elle a surmonté ça. Elle avait peur du fond de l'eau. Maintenant, elle nage très bien avec le masque et tout. Et elle aime beaucoup l'eau, contrairement à moi qui en raffole pas. Mais, non, elle est dans un très grand, nous sommes dans un très grand plaisir, un très grand bonheur d'être là, comme un privilège constant et que vous partagez avec votre famille. Et qu'on partage, oui, on partage tous ça, cette idée, oui, bien sûr. Bien sûr, notre fils, Benjamin, qui est merveilleux, et bon, il va reprendre la maison, il n'y a pas de problème. Oui, vous n'avez pas de doute sur... Non, il y avait beaucoup... Quand on a repris la maison, mon père était chapelier, donc, et c'est un métier qui est à les ruines. Et on a tout trouvé, et pendant 30 ans, il n'a rien fait, parce que peu à peu, sa fortune s'est délabrée. Et quand on a trouvé la maison, il y avait tout à faire. Il a tout fait. Et il y a encore à faire. Ouais. Ma dernière question, Jean-Claude, quand vous êtes loin de l'île, que vous pensez à Port-Cros, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Vous savez, je crois que c'est l'image de cette maison, parce que les maisons, on ne sait pas si c'est elles qui vous habitent ou si c'est nous qui les habitons. Les maisons, c'est tellement prenant. Moi, je suis un homme de maison. On avait une maison en Bretagne aussi, qu'on a même acheté dans des circonstances rocambolesques, sans aron. Ça, c'est peut-être parce que je suis artiste, j'ai besoin d'un lieu où travailler. Refuge, ouais. Pour l'écrivain, on a besoin d'un calepin, d'une chambre et Moi, j'ai besoin d'un peu plus, d'un peu d'espace. et j'aime les maisons en plus. Donc cette maison, cette Villa Rose. J'aime cette maison et j'aime les maisons. En général, je les regarde avec
avec attention. J'aime ce truc, c'est comme ça. Bon, donc cette belle Villa Rose de Porquerolles, c'est ce à quoi vous pensez. Merci beaucoup Jean-Claude pour votre regard et la profondeur de votre témoignage. Merci infiniment. C'est mon Dieu. J'espère comme moi que ce témoignage vous aura permis d'approcher l'univers surréaliste de Jean-Claude Silberman, que je remercie pour sa spontanéité et sa finesse, son regard à la fois sensible et sans concession sur Porquerolles, la vie et le monde. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles, toutattaché.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt!